Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à tous et merci d'être présents pour le nouveau cycle, pour la nouvelle conférence dans le cadre du cycle Transport et Mobilité d'Infravenir. Ce soir, on va parler du Grand Paris Express et plus particulièrement de l'ouverture à la concurrence de l'exploitation. En quelques chiffres, c'est pour cerner les enjeux un peu du déplacement en Île-de-France. 12 millions d'habitants, plus de 6 millions d'emplois et près de 770 milliards d'euros de PIB, soit 30% du PIB français. La région enregistre plus de 41 millions de déplacements quotidiens, dont 22% en transport en commun. Pour répondre à cette forte demande, l'Île-de-France dispose d'un réseau de transport en commun vaste et en perpétuelle évolution. Très dense dans la ville de Paris, incluant 16 lignes de métro, 15 lignes de RER, 9 lignes de Transilien, 10 lignes de tramway et plus de 1500 lignes de bus. Alors, je vais continuer l'introduction. Merci, Kaline. Donc, Île-de-France Mobilité, qui s'appelait le STIF avant, et l'autorité organisatrice des mobilités. On disait autorité organisatrice des transports avant. Bon, voilà, c'est pour les anciens, pour qu'ils puissent nous suivre. Elle est compétente, du coup, sur tous les modes de transport de la région Île-de-France. Donc, que ce soit le vélo, le métro, le bus, etc. Et en tant qu'AOM, ces missions sont assez larges. Elles sont de définir et d'organiser le transport public, services, niveau d'offre, objectifs, qualité de service, tarification. Également la contractualisation avec les différents opérateurs qui exploitent le réseau et ils doivent, donc Île-de-France Mobilité a le contrôle aussi sur ces opérateurs, vérifier que les contrats sont exécutés correctement, la planification de la mobilité, où mettre les lignes, quelle fréquence, etc. Développer de nouvelles mobilités, covoiturage, autopartage, vélo, piloter les différents investissements. Donc voilà, donc les missions d'Île-de-France Mobilité sont très très larges. Ensuite, je vais peut-être vous épargner les différentes lois qu'on s'était mises qui organisent un petit peu toutes ces missions, mais il faut savoir qu'il y a eu une évolution, parce qu'avant on était dans un esprit de monopole avec des missions assez centralisées autour de l'État et tout ça c'est décentralisé et c'est ouvert à la concurrence, donc c'est un de nos sujets aussi ce soir par différentes lois. Et donc pour faire un petit scope également sur le projet du Grand Paris Express, donc, qui est actuellement en cours de construction. Il faut savoir qu'il y a plein de tunneliers là, sous la terre, en dessous de l'Île-de-France, qui construisent tout ça. Et donc qui vise à développer, le Grand Paris Express qui vise à développer de nouvelles lignes de métro, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique slide très communicante et avec plein de belles couleurs. Donc les lignes, plus particulièrement les lignes 15, 16, 17 et 18, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qui vont bientôt, alors j'allais dire sortir de terre, mais la plupart sont enterrés, mais bon. Et l'extension aussi de la ligne 14 que vous connaissez déjà, et il y a déjà des gares qui ont ouvertes. Et donc voilà. Donc ce sera un total de 160 km de linéaire supplémentaires aux 245 existants et 48 nouvelles gares, il me semble. 60 ou je croyais qu'on avait dit 48 tout à l'heure, mais ok, 60 nouvelles gares, donc je gardais mes notes, pardon. Et voilà, donc la maîtrise d'ouvrage de ce projet, de ce grand projet de construction a été donnée à la Société du Grand Paris. Donc l'ouverture à la concurrence,
c'est lié aussi aux directives européennes actuelles qui se sont développées et qui imposent la libération des secteurs clés pour dynamiser l'économie et renforcer la compétitivité. Cette réforme majeure vise à améliorer l'efficacité et la qualité des services des transports, à optimiser les coûts d'exploitation et à encourager l'innovation. Cette ouverture, elle est progressive en région Île-de-France. Elle concerne d'abord les réseaux de bus, suivis par les trains et finalement par le métro. Cette référence permet à tous les opérateurs de candidater à des appels d'offres pour l'exploitation des différents services, jusqu'ici gérés exclusivement par la RATP et par SNCF. Les opérateurs qui proposent la meilleure offre, la meilleure qualité de service et les coûts les plus optimisés seront retenus. Ce soir, nous allons discuter en particulier du Grand Paris Express et des principaux enjeux et du retour d'expérience sur ce projet. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous 3 experts qui ont travaillé directement sur ce projet. Donc, Juliette Vin, qui a travaillé pendant 4 ans en tant que chef de projet pour le pilotage de l'ouverture à la concurrence du Grand Paris Express, accompagnée des 2 conseils qui ont vraiment travaillé conjointement, que ce soit sur la partie juridique et financière, et qui ont accompagné Juliette. Donc Inès pour la partie juridique de chez Danton, et Axel sur la partie financière, Mazars. Je vous laisse vous présenter. Tu as presque tout dit, Kaline. Donc moi, je suis Juliette Vink. J'ai commencé en tant que conseil financier aux collectivités chez Finance Consult, donc un acteur du secteur, je pense, connu à Paris. Et depuis plusieurs années, donc, je travaille chez Île-de-France Mobilité, donc, pendant 4 ans en tant que chef de projet de la mise en concurrence du Grand Paris Express. Et maintenant, je travaille sur le pilotage de l'exécution des contrats. Donc, je récupère tous les contrats qu'on a mis en concurrence et puis je suis leur exécution en espérant ne pas avoir à faire trop d'avenants au cours de leur longue vie. Bonsoir, donc Inès Tantardini. Moi, je suis avocate depuis 8 ans, spécialisée en droit public projet. Ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille chez Dentons. Et donc, j'ai eu le plaisir, avec Mazars et Axel, ici présent, d'accompagner Juliette sur la mise en concurrence de ces 3 lignes. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais on a vraiment travaillé depuis la structuration du projet. Donc en 2017, je n'étais pas du tout là. Et moi, j'ai pris le train en route. Et donc, on est allé jusqu'à l'attribution de ces 3 lignes en juin 2023, si je ne me trompe pas. Et c'est ça. Oui. Oui. Merci Inès. Bonjour à tous. Moi, je suis du coup Axel Andrieux. Je suis directeur dans l'équipe financement de projet chez Forvis Mazars. J'ai commencé ma carrière chez Mazars il y a bien longtemps. Je suis ce qu'on appelle un bébé Mazars. J'ai commencé en audit financier et petit à petit j'ai évolué vers toutes les activités de conseil pour me spécialiser il y a une douzaine d'années dans le financement de projets. Et effectivement, comme l'ont dit Juliette et Inès, on a accompagné Mazars, donc en l'occurrence moi, dans l'équipe Mazars. J'ai accompagné IDFM sur la mise en concurrence des lignes du GPE, projet qui nous a occupé effectivement de 2017 jusqu'en 2023, donc quand même 6 ans. Merci à tous les 3 pour votre présentation. On va commencer avec les questions. Donc, tout d'abord, donc on a vu un petit peu, on a une idée de ce que c'est maintenant le Grand Paris Express, mais maintenant on va approfondir un petit peu la question grâce à vous 3. Donc, ce projet s'intègre au moment d'une ouverture à la concurrence qui est en fait issu de règles européennes. C'est quelque chose qui a été boosté par l'Europe et enfin, sur les différents secteurs, notamment le ferroviaire ici. Donc c'est une ouverture à la concurrence européenne, nationale, et qui vient bousculer le monopole actuel historique partagé entre RATP et SNCF. Donc, pourriez-vous, ou Juliette, peux-tu nous expliquer un petit peu les enjeux de cette ouverture à la concurrence qui arrive, qui vient impacter ce grand projet du
du Grand Paris Express. Oui, alors, elle est juste là. Je veux bien, si tu peux passer à la première slide. Mais oui, donc ouverture à la concurrence. Donc la première conséquence, c'est qu'on sort de la logique de monopole. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vous ai pas énormément éclairé. Oui, donc pour Île-de-France Mobilité, c'était quand même une véritable révolution, mais qui a des conséquences depuis, on le disait, un certain nombre d'années, en fait, qui concernent tous les modes de transport que gouverne l'autorité organisatrice. Donc, en fait, ça a commencé il y a un petit peu moins de 10 ans avec la mise en concurrence des lignes des bus en grande couronne, donc le réseau Optile. On a attribué entre 2018 et 2023 36 contrats. Donc 36 contrats aujourd'hui à gérer. On est aujourd'hui en train de mettre en concurrence le réseau de Paris et Petite Couronne de la RATP. Donc là aussi une grosse révolution. 12 contrats. On a attribué donc récemment le Grand Paris Express, donc 3 contrats. Et puis on travaille très activement avec nos conseils encore aujourd'hui sur la mise en concurrence des lignes Transilien. Donc on a vocation à gérer un peu moins d'une centaine de contrats. Bon, je fais un gros trait, mais de très nombreux contrats à l'avenir. Et donc ça nous a demandé quand même... ça a provoqué une révolution chez Île-de-France Mobilité, hein. Parce que pour moi, en résumé, il y a 3 enjeux, si je peux simplifier les choses, pour réussir la mise en concurrence. Il y a un enjeu plutôt technique de métier, un enjeu juridique et un enjeu, on va dire, économique. Il faut qu'on sache, sur le technique et le métier, s'approprier les métiers d'opérateurs de transport. Ce qu'on ne savait pas faire quand on gérait les monopoles, parce que quand on quand on contrôle des monopoles, on ne fait que contrôler si le service est bien exécuté, et puis on paye la facture à la fin. Quand on met en concurrence, on rédige les cahiers des charges et on analyse des offres. Donc il faut être assez expert dans les métiers d'opérateur de transport pour savoir définir nos exigences, bien ficeler nos cahiers des charges et puis analyser les offres. Donc ça demande quand même un gros changement chez nous. Et d'ailleurs, nos effectifs ont énormément cru ces dernières années parce que du coup, c'est des nouveaux métiers qu'on intègre. Ensuite, l'enjeu juridique, c'est qu'on doit être capable de conduire des procédures robustes qui tiennent la route. Jusque-là, on n'a pas trop mal réussi avec l'aide de nos conseils, parce que je croise les doigts. On n'a pas eu de recours qui nous ont fait reprendre des procédures à zéro. Donc, jusque-là, pas mal. Et puis, l'enjeu économique, c'est d'être capable aussi de monter des contrats avec des modèles économiques qui intéressent les opérateurs et qui créent de la compétition. Voilà, ça a fait partie des réflexions qu'on a eues, et Axel en parlera un peu plus tard, mais des réflexions qu'on a eues sur comment construire nos contrats et faire qu'il y ait assez de compétition sur chacun d'eux et que l'équilibre charge-recette soit assez satisfaisant. Après, sur le Grand Paris Express en lui-même, on avait plusieurs challenges techniques, on va dire. Le Grand Paris Express en soi, c'est un changement quand même, c'est un projet complètement gigantesque, hein, qui va changer la manière de se déplacer sur le réseau francilien, qui améliore nettement le maillage des territoires avec un réseau qui a énormément d'interconnexions déjà avec le réseau existant, et ça permet donc aux gens de circuler en périphérie sans avoir à retraverser tout Paris et passer par les lignes bondées des RER A, D, etc. et B. Ensuite, c'était un challenge, et on en reparlera plus longuement après, parce que c'est un projet qu'il fallait réussir avec plusieurs partenaires. Et ça, c'était la complexité du sujet. On y reviendra plus longuement. Parce que il faut réussir, en effet, tous ensemble, à concevoir
un système performant, mais qui soit aussi exploitable et maintenable. Île-de-France Mobilité va payer pour la partie exploitation-maintenance, donc on espère que la Société du Grand Paris a bien fait les choses. Ensuite, c'est réussir avec nos opérateurs de transport pour qu'ils puissent exploiter au mieux, en prendre possession des lieux le mieux possible. Je le disais, je l'ai dit avant, donc réussir tout ce qui est projet d'intermodalité et d'interconnexion, c'est des sujets aussi très forts parce que donc la SGP a construit ce réseau et nous, on participe au projet de pôle gare où on réfléchit à tout ce qui est intermodalité, comment les gens vont arriver jusqu'aux gares. En interne IDFM aussi, c'est des gros sujets pour nous de déployer certaines transformations majeures. On est en plein développement de notre billettique. Il y a des projets qui durent depuis des années qui doivent aboutir. Il faut qu'on réussisse ça concomitamment aux mises en service du GPE. On développe énormément, je pense que vous l'avez vu, la marque Île-de-France Mobilité. Aujourd'hui, les monopoles et les opérateurs disparaissent derrière la marque Île-de-France Mobilité, le joli bleu que vous voyez partout. Ça, c'est un enjeu très, très fort pour nous et qui vraiment est nourri par la mise en concurrence puisqu'on en profite pour effacer les opérateurs. Et puis, c'est un enjeu de gestion des biens parce qu'on va devenir gestionnaire de 200 km de lignes, de 60 gares, enfin un truc assez gigantesque. Et le dernier point comme enjeu, c'est assurer le financement du Grand Paris Express, si on en parlera, mais on arrondit à peu près les chiffres à 1 milliard d'euros par an une fois que tout sera mis en service. Et donc c'est 1 milliard de plus sur un budget de déjà plusieurs milliards, mais il faut être capable de trouver les financements sans doubler ou tripler le tarif. Donc, voilà pour les enjeux. T'as tout dit du coup, non? On s'arrête là. On peut y aller. Je pense que vous aurez l'occasion de rajouter si. Non, mais justement, quand vous évoquez la complexité, la multiplicité des acteurs et du coup la complexité de réagir dans cette atmosphère où il y en a plusieurs, c'est vrai que historiquement, quand on pensait au métro, par exemple, parisien, on pensait automatiquement à la RATP. C'est un peu ancré dans l'historique de nos grands-parents, de nos parents même. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les principaux acteurs, comment ils s'interfacent entre eux pour justement arriver à avancer ensemble et à vraiment créer cette unité de valeur. Donc, je disais juste avant, c'est plein de partenaires, en effet. Le schéma qui gouverne le Grand Paris Express est né de la loi Grand Paris, qui date de 2010, et qui a donc donné des rôles à plusieurs entités. Donc, la Société du Grand Paris, qui est aujourd'hui la Société des Grands Projets, qui donc finance et construit les infrastructures, donc qu'on nomme aussi lignes, ouvrages, installations, donc vraiment les gares, les lignes, les ateliers de maintenance, tout, qui finance aussi et achète le matériel roulant, mais qui à terme doit être racheté par Île-de-France Mobilité, qui le met à disposition des opérateurs de transport. Donc la SGP maître d'ouvrage. Ensuite, il y a nous, Île-de-France Mobilité, donc Jean-Baptiste a décrit dans l'intro toutes nos attributions. Donc principalement, on doit choisir les opérateurs de transport qui vont opérer sur le réseau. Donc on les met en concurrence. Donc on va être propriétaire du matériel roulant qu'on va mettre à disposition des opérateurs. Et voilà, dans le Grand Paris Express, c'est principalement ça notre rôle. Et bien sûr, il fallait quand même qu'il y ait des acteurs en monopole là-dedans. Donc la loi a fait de la RATP l'acteur en monopole sur la gestion des infrastructures. Donc en fait, ils sont mainteneurs des voies
des grosses boîtes gares, enfin tout ce qui est vraiment infra. La RATP donc est acteur en monopole. Donc là, on a un contrat avec eux qu'on a négocié en gré à gré. Et ils ont aussi un monopole sur la sûreté. Donc, ils interviennent sur tout le réseau parisien en tant que monopole sur la sûreté. Et puis, il y a nos opérateurs de transport qui arrivent petit à petit. J'ai le droit de poser une petite question avant. Je suis en train de me dire, du coup, la RATP, est-ce qu'elle n'aurait pas un avantage concurrentiel dans les appels d'offres? Il faut une autre soirée là pour ça, je pense. C'est l'objet de grands débats. Tu veux répondre, Non. Inès? Ça a été un gros sujet avant qu'on lance les mises en concurrence, d'opérateurs qui se posaient des questions sur le fait que la RATP était gestionnaire d'infra et qu'ils avaient sans doute des avantages. Mais tu veux... Non, enfin peut-être juste sur ce point, en fait, on a aussi mis des garde-fous dans le DCE pour justement éviter. Document de consultation des entreprises. Oui. Document de consultation des entreprises. On a en effet fait pas mal de choses pour tenter au maximum de préserver l'égalité de traitement entre les candidats. Alors ça passe par demander déjà le maximum d'informations de la SGP, qui est maître d'ouvrage, qu'elle donne le maximum d'informations sur l'infrastructure pour la donner dans le DCE. Parce qu'en effet, comme tu le mentionnes, la RATP a été candidat, elle le pouvait, elle a été candidat, elle a eu des lignes. Et puis, alors on avait aussi prévu dans les documents d'appel d'offres la nécessité pour les candidats de déclarer la liste des études non publiques auxquelles ils avaient eu accès dans le cadre de ce projet et de la mettre à jour. Alors après, tout ça est déclaratif, hein, on connaît tous les limites de ça, c'est comme un accord de confidentialité, ça reste un contrat, mais c'est vrai que c'est un sujet évidemment qu'on a eu à l'esprit, y compris sur le matériel roulant, hein, les pièces détachées, tout ça. On a essayé de mettre le maximum d'informations, en fait, de les traiter en amont et de les mettre dans le dossier de consultation. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a aussi le fait que la RATP GI est contrôlée par l'ART, l'autorité de régulation des transports, et qu'ils ont un certain nombre d'obligations pour montrer qu'ils traitent tous les opérateurs de transport de manière égalitaire. Donc ils ont des documents à produire pour montrer qu'ils ne vont pas intervenir en tant que gestionnaire d'infrastructure que sur la 15 Sud qui a été attribuée à RATP Dev, et puis sur des délais plus longs sur les autres lignes parce que ce n'est pas la RATP. Au même titre que l'ART contrôle SNCF Réseau sur le réseau ferré national, c'est un peu pareil, finalement, il y a un parallèle. Sur le sujet des acteurs, donc en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que finalement, le modèle du GPE, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a en fait un éclatement total des rôles qui étaient jusqu'ici concentrés, en tout cas sur le réseau historique du métro parisien, qui était ici concentré sur deux acteurs, donc Île-de-France Mobilité en tant qu'AOT, AOM, et la RATP qui, sur le réseau historique, est à la fois propriétaire, exploitant et GI, donc gestionnaire d'infrastructure, GI, et GI de son infrastructure. Alors qu'ici, voilà, on a un éclatement total de tous ces rôles, et donc évidemment que ça génère énormément de sujets d'interface, qu'on a dû conclure énormément de conventions, prévues ou pas prévues par les textes, on y reviendra rapidement. Mais donc voilà, ça a été vraiment un sujet qu'on a très tôt capté comme étant le gros sujet du Grand Paris. Ok, merci. Donc, ça fait beaucoup d'acteurs dans ce périmètre. Faut imaginer que chacun de ces acteurs a son propre mode de fonctionnement, ses propres missions, ses propres agents qui travaillent et des missions qui coûtent également de l'argent. Du coup, je vais revenir un petit peu à une de tes dernières phrases à la fin de la première question. Juliette, tu as dit que ça faisait un supplément d'1 milliard d'euros par an à financer les lignes du SGP. Du coup, je vais me tourner vers notre financier, Axel. Comment on fait pour financer tout ça tous les ans, mais aussi tout ça en termes de construction? Parce que le 1 milliard d'euros par an,
j'imagine, c'est uniquement pour l'exploitation des lignes. Oui. Voilà. Ouais. Donc, mais pour exploiter ces lignes, il faut les avoir construites. Donc, il faut également financer à la source toutes ces lignes. Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans le GPE. Et par conséquent, le modèle économique passé a été complètement modifié. Et aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus compliqué de définir le qui paye quoi. C'est vrai que donc c'était une véritable question. La question sous-jacente est aussi, moi je suis voyageur, est-ce que c'est moi qui in fine vais payer par un tarif du billet qui va être multiplié par 3 ou par 4 le financement de cette nouvelle ligne? Pardon. Alors, on va reprendre le rôle de chacun et voir que la mise en service de ces différentes lignes va impacter ses principaux acteurs et leur modèle économique, notamment la SGP. Donc, comme l'a dit Juliette précédemment, la SGP construit les lignes, c'est elle qui est maître d'ouvrage, et c'est elle qui emprunte. Elle finance tout par emprunt. Aujourd'hui, à fin 2023, la dette de la SGP, c'est à peu près 29 milliards d'euros. On va voir ça. C'est beaucoup. Donc, ce qui va effectivement, la principale source de coût de la SGP aujourd'hui, ce sont les charges financières qui vont avec. Il se trouve par le mécanisme du financement que certaines dettes, certaines obligations émises vont devoir être refinancées en 2027. Et aujourd'hui, avec l'évolution des conditions économiques, la remontée des taux qu'on a connus depuis 2022, se pose la question comment la SGP va-t-elle pouvoir soutenir ses charges financières si elles explosent? Aujourd'hui, bien malin qui peut dire ce que seront les taux en 2027. Alors là, on a parlé des coûts de la SGP. Bien évidemment, il y a des ressources qui lui sont affectées. Principalement, 3 sources principales. La première, ça va être des recettes fiscales qui lui sont directement fléchées. La taxe spéciale d'équipement, la taxe sur les bureaux des entreprises franciliennes, une quote-part de l'IFER. Il y a d'autres taxes, mais voilà principalement les taxes qui sont fléchées. C'est des recettes qui sont attribuées directement à la SGP. Un deuxième élément de recette pour la SGP, dont on parlera peut-être un petit peu après, c'est une redevance versée par IDFM. Une redevance qui a été, on va dire, instaurée par la loi du Grand Paris. Dire qu'on connaît le montant, peut-être Juliette est plus au courant que moi, mais en tout cas, on a travaillé toujours en se disant il y a un plafond maximum, c'est 0,8% de l'investissement initial. On n'en a jamais su plus. Le décret est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc tu vas me tenir au courant. Et on paye au kilomètre de ligne mis en service. Et je crois que c'est 800 000 euros le kilomètre. Non, 800... je me trompe dans les zéros là. En gros, ça fait 200 et quelques millions d'euros par an à terme. Donc il y a un petit bout du milliard déjà qu'on a trouvé. Voilà. Alors, sachant que bien évidemment, cette redevance peut être amenée à évoluer, on y reviendra quand on parlera d'IDFM. Et enfin, la dernière source de recettes pour la SGP, ce serait qui est beaucoup plus ponctuel, ce sont des recettes immobilières sur tous les quartiers proches des gares. Donc, on voit bien qu'on a des recettes globalement fléchées qui ne vont pas forcément s'étendre beaucoup, voire même la redevance versée par IDFM pourrait être amenée à diminuer. En revanche, sur les charges financières, on a plutôt la crainte que ça explose. D'autant plus que le calendrier de développement du GPE n'est pas encore tout à fait terminé, tu confirmeras Juliette. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des financements qui vont être tirés encore plus tard et on a encore plus d'incertitudes sur les taux. Donc voilà pour la partie SGP. Une des solutions, si vraiment les charges financières venaient à exploser, bien évidemment, serait d'étendre la maturité de la dette. Aujourd'hui, il y a une maturité à 40 ans. Effectivement, si on étend la maturité, à un instant T, la SGP pourra faire face à ses charges financières, mais, parce qu'il y a un mais, on vient enchérir mécaniquement le coût du projet. Pour la partie IDFM, aujourd'hui, IDFM finance le matériel roulant. Enfin, c'est la SGP qui l'achète, mais IDFM le rachète. IDFM finance également donc, la redevance qui est versée à la SGP et également la rémunération des opérateurs via les contrats de service public. On en parlera en détail plus après. Et enfin, la maintenance de ces lignes. Il y a une convention signée avec RATP GI. Pour la partie GPE, voilà. Et IDFM finance aussi le réseau existant, mais ce n'est pas le sujet du jour. En face de ça, le budget d'IDFM sur 2023, on va prendre les chiffres en grosse masse, on avait un budget à 10 milliards d'euros à peu près.
Il faut savoir que sur ces 10 milliards, il y a 5,5 milliards qui viennent du versement mobilité des entreprises franciliennes. À côté, on a à peu près 3 milliards, 3 milliards et demi, 3 milliards 3 je crois, de recettes de vente des titres de transport. Et enfin, 1,5 milliard, je crois qu'on y est à peu près, 1,5 milliard qui vient de versement des collectivités territoriales, que ce soit la région ou les différentes communes. Donc, c'est le budget de IDFM en 2023. Effectivement, les lignes vont être mises en service au fur et à mesure. Et comme l'a dit Juliette, il y a, de façon à vision moyen terme, 1 milliard d'euros à trouver en plus par an. Il faut savoir qu'il y a un protocole qui a été signé fin 2023 avec l'État pour le financement d'IDFM et qui a, entre guillemets, alors tu me corrigeras Juliette si j'ai quelques imprécisions, mais qui a acté dans le marbre, entre guillemets, la répartition des ressources qui seraient allouées à IDFM. Et donc on voit bien que aujourd'hui, les 3,3 milliards d'euros qui sont issus de la vente des titres de transport sur 10 milliards, on va dire que ça fait 33% pour prendre un gros raccourci. Visiblement, d'après ce contrat signé avec l'État, si les charges d'IDFM et le budget augmentent, mécaniquement, le titre de transport devra augmenter, ou alors ils vendent plus. Mais il y a un risque potentiel que le risque de le titre de transport, son tarif évolue. Petit aparté, je pense que vous êtes tous au courant que l'an prochain, le ticket de métro va passer à 2,50 € avec un tarif unique. C'est pas du tout lié au GPE. C'est vraiment une simplification de la tarification. Il y avait plus de 50 000 tarifications possibles en Ile-de-France. Donc, avec certaines aberrations, je pense que tout le monde connaît le système de la Défense où on peut venir en métro avec un ticket mais pas un RER. Voilà, le but est de mettre ça à plat. Il y a aussi une logique derrière de cohésion sociale, le fait que les personnes qui habitent loin de Paris, ce ne soit pas eux qui paient les plus cher pour aller jusqu'à Paris. Et une logique évidemment de promouvoir le transport en commun au détriment de la voiture. Donc, voilà pour la partie IDFM, mais qui laisse planer potentiellement le doute sur l'évolution du titre de transport. L'OT, effectivement, on va lui voir son modèle économique un peu modifié. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus un monopole, c'est des contrats de service public, donc on y reviendra après, mais ce n'est pas une rente ou un versement qui touche quoi qu'il arrive. Et enfin, le voyageur, effectivement, il va payer son billet, mais potentiellement, il faut s'attendre à une hausse. Dans quelle proportion, on ne sait pas, mais effectivement, il y a des chances que le voyageur paye davantage le prix de son billet. Il faut quand même avoir en tête que parmi les grandes capitales européennes, on a un prix du billet qui est très bas pour le nombre de kilomètres de ligne disponibles. C'était bien de le préciser. C'est une note positive quand même. Non, mais tous ces chiffres sont très intéressants et c'est vrai que ça montre que les mécanismes sont assez uniques et vraiment dédiés au transport en Ile-de-France et particulièrement aux mobilités qu'on a tous les jours. Et j'imagine que ça va être également le cas pour la partie juridique et donc surtout le volet contractuel. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer un peu quels sont les outils que vous avez utilisés pour essayer de répondre à la particularité de ce projet et plus particulièrement vraiment les contrats qui ont été signés, détailler un peu plus le montage et les liens entre les différents acteurs qu'on a vus précédemment. Oui, alors, on ne va pas passer en revue toutes les conventions qu'on a conclues, puisqu'on a tous envie de passer une bonne soirée. Mais si tu peux afficher la slide sur les... Qui va faire peur. Ouais. Et là, il faut appuyer plein de fois pour que tout s'affiche. Oui, c'est un long slide. Voilà. Donc là, on a tous les acteurs et toutes les conventions, c'est ça ? On rentre vraiment dans le cœur d'IDFM. Là. On a essayé de mettre le moins de slides possible. Et voilà. Vraiment. Il n'y en a qu'une sur les contrats. Non, alors sur le schéma contractuel, en fait, on est quasiment, compte tenu vraiment de la spécificité du GPE, on est quasiment parti d'une feuille blanche. On a dû vraiment conclure beaucoup de trouver beaucoup de moyens juridiques pour composer avec donc la multitude des intervenants, toutes les interfaces avec lesquelles il fallait composer et avec les spécificités techniques du projet. En fait, ce qu'on voit un peu à l'écran, on a eu notamment la loi Grand Paris imposait la conclusion de plusieurs conventions, mais il y en a plein qui n'étaient pas prévues et qu'on a dû conclure, sans doute les plus nombreuses, pour réussir à mettre en musique en fait vraiment le GPE pour que ça fonctionne.
Et en fait, ce qu'on peut voir sur cette slide, c'est d'abord que, on voit qu'en fait, IDFM est vraiment le point d'entrée de toutes les interfaces du projet. Alors, c'était intéressant pour nous parce que c'était notre client, mais donc on a beaucoup travaillé par ailleurs. Et alors peut-être la convention qui vaut qu'on en parle peut-être une minute, c'est donc c'est le petit rectangle jaune, c'est le 1 avec le 1, voilà, c'est ce qui s'appelle la convention d'interface tripartite, ou brillamment appelée CI3P, entre les SGP, IDFM et la RATP dans sa dimension monopolistique. Et en fait, je vais laisser Juliette en parler, en dire quelques mots. Cette convention, c'est vraiment la clé de voûte du système du GPE. Donc, autant vous dire que si ça ne marche pas, ce sera la faute de Marc Fornaciari. Oui. Voilà. J'allais justement, en entrée, rendre hommage à Marc et Dorothée qui nous ont accompagnés sur de très, très, très longues séances et très longues heures à négocier cette convention, même en plein Covid, à distance, à se chamailler avec la SGP. Enfin voilà, c'était une belle aventure. Donc la convention d'interface, elle a été pensée au début par nos avocats conseils, je pense, comme une convention qui répartissait les responsabilités, comme je pense on peut en trouver dans les contrats complexes de financement de projet. On s'est battu pour essayer d'aboutir à un tel objet, mais aujourd'hui, les rapports de force étant ce qu'ils ont été, la convention d'interface aujourd'hui, c'est plus un outil de processus qui permet de régler entre tous les acteurs, tous les processus qui interviennent pour que chacun se passe la main, en fait, de la meilleure façon possible, en fait, que la Société du Grand Paris, quand elle fait tous ses essais, tous ses tests, puisse associer nos opérateurs de transport et la RATP pour que chacun puisse connaître le fonctionnement du système avant d'en reprendre la main. Donc ça définit les processus avant que Île-de-France Mobilité et les opérateurs récupèrent la gestion des biens. Ça définit aussi pas mal de processus après, parce que déjà il va y avoir, alors ça on verra après sur la carte d'après, mais il va y avoir plusieurs tronçons mis en service. Donc en fait la SGP va intervenir à plusieurs reprises sur des lignes qui sont déjà mises en service pour les raccorder avec des nouveaux tronçons. Donc il y a des systèmes assez compliqués. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette convention ? Elle règle aussi toutes les discussions qu'on a entre la SGP et les opérateurs sur tous les sujets de suivi de la performance. Et ça va être un très 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 gros enjeu au moment des mises en service. Nous, on a confié de l'exploitation et de la maintenance à des opérateurs sur la base de documents qui spécifient que le système va atteindre certaines performances. Et il va falloir qu'on constate ce que donne en réalité le système. Et donc, si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on sache discuter à plusieurs entités et savoir comment on en tire les conséquences et qui va payer. Et donc, comme le sujet des interfaces, c'est vraiment un des difficultés centrales de ce projet, il y a une chose qui apparaît pas sur la slide. C'est vrai que la loi Grand Paris ne traitait pas la manière dont il fallait s'occuper des interfaces entre la RATP GI et Sûreté et les opérateurs de transport, les OT. Et en fait, il y a beaucoup de sujets d'interface, parce qu'il y a des sujets de gestion de trafic, il y a des sujets de maintenance, non pas partagés, mais d'interface de maintenance, d'incidents affectant le réseau. Et c'est vrai qu'il a dû... et sur ces sujets, il faut que les personnes qui s'occupent au quotidien des lignes puissent agir de manière très opérationnelle. Et compte tenu de l'enjeu et de la complexité de ces sujets, a été mis en place le concept de protocoles opérationnels, brillamment appelé PO, oui. Qui permettent, c'était vraiment des documents à vocation opérationnelle, uniquement, pour traiter de tous ces sujets, donc entre la RATP GI et RATP Sûreté, et les futurs opérateurs de transport.
Mais j'ai une question. Très concrètement, s'il y a un dérapage des coûts de construction, d'opération, de maintenance, voilà, qu'est-ce qu'elle dit en fait cette convention, comment ça se passe et quels moyens de pression vous avez un peu sur ces acteurs qui ont un monopole. Donc on peut pas. Cette question. Eh bien, la que je la convention, pose. elle dit qu'on se voit et puis qu'on en discute. D'accord, donc c'est vraiment de la revoyure. Bah, on s'est battu, hein. Mais on s'est battu à un moment où la Société du Grand Paris était, l'acteur en force sur le projet, l'acteur qui est en phase construction, qui a la main sur tout. Et voilà, et ce qu'on a obtenu, c'est d'en discuter, de mettre les choses à plat et de trouver qui va financer le moment venu les surcoûts. Et c'est vrai que peut-être aussi les discussions à avoir avec la SGP, c'est vrai que c'était pas forcément évident de parler de l'exploitation avec la SGP qui avait vraiment une dimension constructeur pur, maître d'ouvrage de ces lignes. Et donc c'est vrai que nous, on les faisait venir sur des sujets d'exploitation et que donc voilà, il n'y avait pas forcément de... c'est pas qu'il n'y avait pas de répondant. Il y a des gens de la SGP dans la salle ou pas? Il y avait du répondant, mais on n'était pas forcément... Ils n'étaient pas au même stade que nous, en fait, sur le projet, tout simplement. Là, moi, j'ai une question également. Donc là, vous avez parlé du contrat d'interface. Donc j'imagine que sa fin, c'est à la fin de la phase travaux avec la SGP. Et donc les autres contrats, les PO, si je me trompe pas, c'est ça. Donc eux, c'est plutôt en phase exploitation. Et donc, est-ce qu'il y a des cas d'urgence, enfin, j'imagine des cas de crise ou cellules de crise? Oui. Et dans ces cas, quelles sont les règles qui prédominent, on va dire? Pareil, c'est que toute l'information doit remonter à Île-de-France Mobilité. Après, on a des opérateurs et un GI qui doivent aussi savoir réagir en cas de situation perturbée, on va dire, sans en venir jusqu'à la crise. Mais bien sûr qu'après, ce sera à nous, on sera au centre de tout. Et puis en plus, on veut que la communication et la marque, ça passe par nous. Donc c'est sûr qu'on a un rôle à ce moment-là de gestion de crise très important. Après, si ça se passe encore en phase de travaux sur des prolongements, etc., bien sûr qu'il y aura l'acteur Société du Grand Paris dans le jeu. Et est-ce que Axel, vous souhaitez rajouter des éléments là-dessus ou Pas spécial. Après, c'est des sujets qui ont été très très juridiques. C'est vrai que côté financier, on est beaucoup moins intervenu dessus. Donc c'est vraiment des. Ce que j'entends, ce que dit Juliette, hein, c'est qu'il y a tellement de cas particuliers que s'il y a un problème, en fait, on se voit et on se parle. C'est très difficile de cadrer dans un contrat tout ce qui peut arriver. Et d'ailleurs, ça montre bien. On est parti sur des véhicules. Je n'ose dire le terme juridique sur les PO, mais sur des protocoles opérationnels qui vraiment avaient vocation à traiter des sujets bien précis. Et je crois qu'il y en a, je ne sais pas combien, mais plus de 50 recensés pour traiter de problématiques. Nos partenaires de la RATP ont bien travaillé là-dessus, ont beaucoup réfléchi. Ils ont fait des matrices pour bien identifier tous les interfaces possibles sur les réseaux entre eux et les opérateurs de transport. Et on a 54 protocoles opérationnels entre la RATP et chaque opérateur de transport. Donc la RATP doit négocier 150 à peu près, même 160 protocoles opérationnels dans les prochains mois. Et donc je suppose que côté exploitation, vous avez un peu le pouvoir de la mise en concurrence pour pouvoir intégrer un peu plus de clauses et stimuler un peu plus les exploitants que les gestionnaires d'infrastructures ou le maître d'ouvrage GP, le constructeur. Donc on va revenir un petit peu sur l'ouverture à la concurrence qui vous permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de levier d'action côté exploitant. Donc comme on l'a dit en tout début de table ronde, le sujet d'ouverture à la concurrence s'arrête pas du tout aux frontières de l'Île-de-France et encore moins aux frontières de la France. C'est quelque chose qui se passe partout en Europe et partout en France.
Alors ça marche bien, parfois moins bien. Voilà, c'est un peu là où je veux en venir avec ma question. Il me semble qu'en 2016, on a un exemple où Keolis était le seul candidat à sa propre succession sur l'exploitation du métro lyonnais. Donc là, ce serait peut-être un exemple où on n'attend pas, enfin voilà, on reçoit pas ce qu'on veut d'une mise en concurrence. D'un autre côté, dans d'autres villes en France, mais en Allemagne aussi, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez regardé un petit peu en amont ce qui se passait autour de vous? Est-ce que vous vous êtes inspiré de certains modèles? Et qu'est-ce que vous avez tiré de ces différents modèles, donc à la fois en termes de risques à considérer, d'enjeux, de choses auxquelles il faut faire attention, de bonnes idées et de mauvaises idées? Alors oui, il est vrai qu'on partait de la page blanche. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est qu'on se dit que tout est à inventer, mais on peut aussi faire des choses qui ne marchent pas. Et comme tu le disais, la pire des choses, c'est à lancer un appel d'offres, arriver et il y a un seul candidat. Donc il faut quand même trouver une façon de rendre ça attractif. Et avant de se lancer dans la constitution de ce DCE, l'écriture des contrats, on a effectivement regardé ce qui se faisait à l'international en Europe. Et donc on a été voir des grands réseaux métropolitains automatiques qui fonctionnaient. Et pour ça, on a été voir les autorités de transport à Londres, à Singapour et à Copenhague. On a aussi essayé les opérateurs. Ça a été plus compliqué. On a eu très très peu de réponses. On s'y attendait. Mais il est vrai que... Et pourquoi on a été les voir? On a fait ce qu'on va appeler ça un benchmark. L'idée était vraiment de savoir quelles étaient, pas forcément les bonnes pratiques, mais dans quel contexte eux avaient une mise en concurrence, quelles problématiques ils avaient rencontrées, comment ils avaient réussi à passer outre cette problématique, pour pouvoir nous, justement, aujourd'hui, savoir un petit peu à quoi s'attendre et se rendre compte un petit peu en amont qu'est-ce qu'on va trouver de cette mise en concurrence, à quel moment est-ce qu'on pourrait être bloqué. Après, le point d'attention là-dessus, c'est que tous les schémas ne sont pas forcément transposables et on s'est aperçu que le cas du GPE était un petit peu atypique. Oui, parce que peut-être pour compléter là-dessus, comme disait Axel, tous les schémas ne sont pas transposables. Déjà, dans le benchmark, on a essayé de comparer ce qui est comparable. Donc, on est allé voir des lignes de métro récentes, modernes et fortement automatisées. Donc, j'ai découvert le vocable de GOA 3 ou 4, qui sont des niveaux d'automatisation. Donc, par exemple, le GOA 4, c'est le plus fort niveau d'automatisation, c'est la ligne 1 à Paris, globalement. J'ai regardé. Et le GPE, du coup. Mais on est allé comparer avec ces réseaux-là aussi pour ces raisons-là. Et comme dit Axel, on s'est tout de suite rendu compte de la complexité du schéma du fait du nombre d'intervenants qu'il y avait. Et le benchmark nous a évidemment aidé à départager les lignes et à savoir comment on allait finalement tronçonner le nouveau réseau. C'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'il y avait 4 lignes et on s'est dit on fait 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats. Mais ça, c'est ma partie, ça. Mais... mais c'est une question qu'on s'est posée. Mais... Ah oui. C'était tout l'objet du benchmark et de l'étude, ouais. Oui, du coup, oui, l'interrogation, c'était en effet comment on divisait ce réseau. Après, c'est des lignes, avec des usages assez différents et des lignes assez différentes. On a la 15 qui a vocation à être la ligne en rocade qui va être la plus utilisée à l'avenir par les usagers. On a la 16 et la 17 qui ont en fait un tronc commun dans le nord, avec la 17 qui va desservir l'aéroport Charles de Gaulle, et la 16 aussi quand même très attendue parce qu'elle passe par la Seine-Saint-Denis et qu'elle va libérer, elle va permettre à la population de la Seine-Saint-Denis de rejoindre vraiment plus facilement toutes les zones sud et centrales. En fait, il y a une contrainte entre guillemets technique sur ces lignes, c'est qu'elles ont un poste de commande centralisé commun. Donc ça veut dire que là où on commande la gestion des métros, c'est le même pour la 16 et la 17. Et puis on a la 18. Excuse-moi, donc ça veut dire que ça doit être forcément dans le même lot ou Ça c'est rentré en ligne de compte quand on a justement, comme disait Axel, réfléchi à
combien d'OT, combien de contrats sur combien de lignes. Il y a des choses comme ça. Le fait que la 16 et la 17 partagent un tronc commun et un PCC fait que logiquement, il faut un opérateur pour les exploiter, pour éviter des problèmes d'interopérabilité. J'ai réussi à le dire d'un coup. Des systèmes et des problèmes de responsabilité, de départager une responsabilité s'il y a un accident qui se passe sur le tronc commun. Donc oui, c'est rentré en ligne de compte. Et d'ailleurs, un autre exemple, parce qu'évidemment, comme disait Axel, on a envisagé tous les schémas de combien de contrats, et il y en avait beaucoup. Un autre exemple de comment on est arrivé finalement à 3 OT, 3 contrats sur 4 lignes, donc 16-17 ensemble, et puis on s'est aussi posé la question, tout bêtement, de 1 OT, 1 contrat pour toutes les lignes. Et en fait, alors ça a des avantages, alors majoritairement d'optimisation des coûts de maintenance pour l'OT, bien sûr, des coûts d'appel d'offres pour IDFM, et puis aussi d'avoir un interlocuteur unique et d'éviter et moins d'interface. Mais évidemment, le problème principal de ce schéma, c'est qu'on est là pour mettre en concurrence et pas pour recréer un espèce de monopole avec des peut-être. Et puis, en fait, les 4 lignes du GPE, c'était, tu l'as dit, plus de 160 km de lignes. Il y a très peu d'acteurs qui peuvent répondre à un appel d'offres qui concerne plus de 160 km de lignes et avec des spécificités techniques qui peuvent différer d'une ligne à l'autre. Donc ça va diminuer la concurrence. Donc ça aurait diminué la concurrence mathématiquement. Donc on a écarté ce schéma. Après, vous expliquez pourquoi on a pris 3 contrats et pas 2. Les différences étaient un peu plus ténues. Mais finalement, on a opté pour 3 contrats pour les 4 lignes, pour 2 raisons principales. Maximiser l'ouverture à la concurrence, c'est quand même pour ça qu'on est là. Et la deuxième raison, c'est que avoir 3 contrats sur ces 4 lignes, ça permettait quand même de prendre en compte les spécificités de chaque ligne, comme en parlait Juliette juste avant. D'accord. Et tu peux avoir un contrat sur une ou plusieurs lignes, mais avec des mises en service décalées alors ma question c'est oui, non, et puis si oui, quels sont les enjeux par rapport à ça, à des mises en service un peu décalées au cours de la vie du contrat. D'ailleurs, la durée d'un contrat, c'est combien de temps Trop de questions, non pas de questions. Pardon, allez-y, je vous laisse. La durée du contrat, Axel va en parler un peu plus, parce qu'en fait, et du coup, je vais peut-être te laisser en parler tout de suite, mais en fait, une fois qu'on savait combien de contrats on faisait, il fallait se demander ces contrats, c'est quoi, en fait, comment on les qualifie, et on en est arrivé au régime juridique de nos contrats, donc pareil, on veut tous passer une bonne soirée, je ne vais pas en parler 1000 ans, mais globalement, on se retrouve à appliquer, donc on est sur des contrats de service public, CSP, encore une abréviation brillante, qui nous viennent du règlement OSP, obligation de service public, donc de 2007, qui est un règlement européen d'application directe. Au niveau européen, les directives marché concession ne s'appliquaient pas, puisque c'est exclu pour les services de transport collectif de voyageurs. Service de transport de voyageurs, bref. En revanche, au niveau national, autant le droit des marchés ne s'applique pas, fait partie des marchés exclus avec toutes les subtilités que ça comporte. Les juristes se reconnaîtront. Autant le droit des concessions s'applique, parce que le législateur, en fait, a voulu ne pas déréguler un secteur qui était déjà habitué au droit des concessions, alors que la directive concession ne s'applique pas. Donc, finalement, tout ça pour dire qu'avec un CSP concessif, on s'est retrouvé à composer avec le règlement OSP, le Code des transports et le Code de la commande publique, qui applique le droit des concessions, mais pas tout le droit des concessions, parce que typiquement, pas les articles du Code de la commande publique sur la durée, qui sont là gouvernés par le règlement OSP et sur lesquels on s'est beaucoup interrogé. Tout à fait. Il est vrai qu'une fois qu'on avait défini nos 3 contrats, on s'est demandé, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des contrats de 30 ans, des contrats de 5 ans ? Et c'est vrai qu'on doit répondre à 2 critères qui sont totalement antagonistes, c'est-à-dire qu'il faut rendre à la fois les
les lignes, entre guillemets, les contrats attractifs, et du coup proposer une durée suffisamment longue pour que l'opérateur puisse absorber la phase de montée en charge, qu'il puisse ensuite avoir une phase d'exploitation en pleine charge suffisamment longue pour réaliser sa marge, mais en même temps, et c'était la logique de la mise en concurrence, des contrats suffisamment courts pour aussi que l'opérateur ne se sente pas, entre guillemets, installé et qu'il fasse ses meilleurs efforts pour conserver son contrat. Donc c'est vrai que c'est deux critères assez difficiles à concilier. Il faut en plus avoir en tête qu'au tout début, on a lancé l'appel d'offres, on ne savait pas s'il y aurait une logique de financement derrière. Pourquoi ? Parce que le montant, en montant de CAPEX, on avait une grosse interrogation sur les SI, tout ce qui est système d'information. Et on ne savait pas s'il y aurait 5 millions, 10 millions, 50 millions, 80 millions. On avait peu d'infos de la SGP, c'était un petit peu compliqué. Du coup, on a prévu en disant, si jamais il y a des CAPEX, il faut aussi que l'opérateur puisse amortir l'intégralité de ses CAPEX sur la durée du contrat. Ce qui plaidait pour une durée un petit peu plus longue. Alors, comme l'a dit effectivement Inès, le règlement OSP, c'est ça, nous bloque à une durée maximum de 15 ans pour ces contrats. Et on a finalement atterri sur une durée maximum de 10 ans pour respecter aussi une mise en concurrence et casser cette image de le transport sur rail, c'est un monopole et c'est une rente parce que c'est des contrats très longs dans lesquels l'opérateur ne se sent pas challengé. Puis, d'un point de vue financier, il a aussi fallu qu'on recrée intégralement la relation avec l'opérateur et surtout ses conditions de rémunération. Aujourd'hui, effectivement, on ne veut plus d'une RATP en monopole qui présente sa facture à IDFM tous les ans et qui dit voilà, c'était temps. Il y avait une véritable volonté de la partie DFM dans cette mise en concurrence de casser cette logique et donc pour ça de mettre l'opérateur entre guillemets à risque. Alors le mettre à risque trafic, c'est une grosse question qui s'est posée. Est-ce qu'on peut vraiment mettre quelqu'un à risque trafic quand il est sur des lignes qui sont totalement croisées, entremêlées avec un réseau déjà existant? Finalement, il a assez peu de marge de manœuvre. Si une gare d'interconnexion ne marche pas, que c'est pas de sa faute, les voyageurs ne seront pas là. Du coup, c'est très compliqué. Du coup, il est ressorti quand même un système avec une rémunération variable qu'on essaie qui est avec 3 composantes. Une rémunération à la validation, une rémunération à la performance et le reste qui est une rémunération forfaitaire qui se calcule par différence. Cette rémunération à la validation, c'est le nombre de validations dans l'ensemble des gares multiplié par un tarif unitaire. Globalement, c'est comme ça que ça marche et ça oblige l'opérateur à s'engager sur un nombre de validations. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'effectivement, on est sur un projet totalement greenfield. On a des prévisions de trafic, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles valent. Malheureusement, dans ce genre de projet, il est courant, ça arrive, on va dire, en tout cas, que le trafic ne soit pas à la hauteur escomptée. Et du coup, on a dû intégrer une clause de rebasage trafic dans le contrat pour faire en sorte que l'opérateur ne se trouve pas complètement planté si le trafic n'est pas là et que les études de trafic qu'on lui avait fournies n'étaient pas bonnes. Donc c'est une clause assez usuelle. Mais il y a quand même cette part de rémunération-validation qui représente... Alors, c'est quand même significatif. Voilà, c'est compliqué de donner un chiffre, mais c'est pas 3%. Voilà, on est à 2 chiffres en termes de pourcentage, donc c'est quand même significatif et suffisamment pour que l'opérateur fasse attention. Sur la partie rémunération à la performance, on avait imposé un minimum. Je peux le donner, Juliette, ou pas le minimum ? Il y a un minimum de 30% de sa rémunération qui est à la performance. Et comment marche cette rémunération à la performance ? En fait, on définit une grille avec différents indicateurs et des objectifs. Donc, il y a des indicateurs liés à l'offre de transport. Donc là, c'est tout ce qui va être régularité, ponctualité des trains, à quel point est-ce que des trains ont été supprimés ou pas. C'est vraiment est-ce que l'offre de transport a été réalisée et dans de bonnes conditions. Et tous les indicateurs concernant l'offre de service, où là, ça va être davantage sur les prestations en gare, est-ce que les valideurs étaient disponibles, est-ce qu'il y avait du personnel à l'accueil, etc. Ce genre de choses. Et on va définir des valeurs cibles sur tous ces éléments. Alors, ce qui était compliqué sur du matériel neuf notamment et qui était censé marcher à 100%, on a toujours une incertitude. On va définir des objectifs cibles et si ces objectifs ne sont pas atteints, l'opérateur verra sa rémunération diminuer. Si par contre il surperforme, il verra sa rémunération augmenter. Le tout avec des garde-fous assez classiques dans ce type de contrat de partage des résultats en cas de bénéfices beaucoup trop importants. Ça fait aussi partie des logiques de la mise en concurrence. Voilà principalement ce qu'on a apporté sur les contrats pour les opérateurs.
Et pour répondre à ta question, Jean-Baptiste, oui, vu la durée des contrats, on a des contrats qui gèrent des mises en service de tronçons, plusieurs mises en service au cours d'un contrat. Tout à fait. C'est un gros sujet. On a Sur beaucoup travaillé avec 16, Axel. 17, avec des tranches, oui. En plus, on avait des dates qui étaient prévisionnelles. Et toute la question était, mais comment je demande à un opérateur qui me rend une offre, dans laquelle il va s'engager sur un compte de résultat sur 8 ans, et en fait, on va lui dire, ah non, désolé, mais en fait, le tronçon numéro 2, il va être décalé d'1 an dans le temps. Et comment on met à jour tous ces éléments-là? Donc, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Ce sera un peu loin à développer, mais voilà, c'était des gros sujets qui nous ont beaucoup occupés. Du coup, on a des clauses qui prévoient les retards, mais j'espère juste ne pas avoir à les utiliser. J'espère qu'en exécution, tu n'auras pas à les utiliser, voilà. Ou sinon, tu verras si on les a bien faites. Donc je comprends que c'est IDFM qui paye le retard. Non, ça dépend. C'est convention d'interface, on en discute. Exactement. Alors, on va en discuter. D'accord. Donc c'est SGP peut-être On verra. Ça pourrait. D'accord. Juste pour comprendre le point, aujourd'hui, il y a des lignes où on sait qu'il y aura des mises en service décalées Là, sur le graphique, vous avez tous les oui. tronçons qui vont être mis en service successivement. Donc, on n'a pas parlé de la 14 qui fait... Enfin, les prolongements de la 14 qui font partie du Grand Paris Express, mais qui ont été confiés à la RATP. On s'est quand même posé la question à un moment de ne pas leur confier, mais finalement, c'est quand même plus simple de les laisser opérer une ligne entièrement. Et donc, normalement, le premier tronçon mis en service, ce sera la 15 Sud fin 2025. Donc, la 15 Sud, ça va de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. Okay. Donc, ce sera le premier tronçon mis en service sur le Grand Paris Express et devrait suivre fin 2026 les premières mises en service sur les autres lignes, 16, 17, 18. Mais en fait, au départ, quand on a lancé les contrats et les appels d'offres, on n'était pas du tout sur ce calendrier. Donc, en phase d'appel d'offres, on a dû s'adapter aussi au calendrier mouvant et à gérer des périodes de pause sur certains appels d'offres et puis des reprises sur d'autres. Enfin, voilà. Parce qu'on avait essayé quand même de caler les durées des contrats sur des mises en service de nouveaux tronçons pour se dire, finalement, par exemple sur la 15, on va faire en sorte de s'arrêter à un moment où une prolongation est censée être mise en service. Mais sauf que ça a bougé tout le temps. Alors on a prévu des clauses de prolongement du contrat d'1 an ou 2 pour éviter ça justement. Mais voilà, l'avenir nous dira si ça va marcher ou pas. Et juste, du coup, par exemple, sur la ligne 15, les 10 ans d'exploitation, ils commencent de la mise en service du premier tronçon et après, c'est des nouvelles mises en service. 10 ans, c'est une durée maximum, pardon. Oui, c'est 8 plus 4. Ouais. C'est 8 plus 4 en fait. Enfin, c'est 8 plus 2 plus 2, il me semble. Ou 9 plus 3 plus 1, mais il y a deux reconductions. En fait, il y a aussi 2 ans pleins. Non, mais il y a 2 ans pleins de pré-exploitation. Parce que, en fait, l'opérateur de transport arrive, mais en fait, il doit recruter du personnel, former du personnel, suivre tous les essais que fait la SGP pour les mises en service et vérifier que tout ça va bien fonctionner. Donc, en fait, on recrute les opérateurs 2 ans avant la première mise en service d'un tronçon de ligne. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, ils opèrent pendant, je dirais, entre 6 et 8 selon les... Le plus petit, c'est 6, effectivement, mais c'était pas conçu comme ça à la base. Le calendrier a bougé, du coup, on s'est retrouvé en fait, ce sera 6, tant pis, mais c'était pas conçu comme ça à la base. C'est entre 6 et 8, ouais, c'est ça. Et après, on a rajouté des options, 1 an par 1 an, pour pouvoir gérer les décalages éventuels des tronçons suivants et permettre d'optimiser la gestion de tout ça. L'idée derrière, c'est de se dire si un nouvel opérateur reprend le contrat après et que dans les 6 mois où il vient d'arriver, on lui met un nouveau tronçon, c'est un peu compliqué. Du coup, on voulait éviter ça. C'est pour ça qu'on a des prolongations potentielles. C'est très clair. C'est bon, moi j'ai compris. J'espère que... donc peut-être pour terminer, par un retour d'expérience un peu global sur le travail qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous partager les grandes choses que vous avez appris pendant ces 4 ans, peut-être un peu aussi les sujets plus durs où on va pas dire les problèmes, mais peut-être les choses que vous pensez améliorer peut-être pour les prochaines ouvertures à la concurrence. Donc positif et apprentissage.
Négatif, pour l'instant, on n'en a pas tant que ça parce que c'est tout récent. On a attribué tous les contrats donc, à l'été 2023 puis à l'été 2024. Donc tous nos opérateurs sont en phase de pré-exploitation. Ils sont en train de mettre à l'épreuve du coup la fameuse convention d'interface et tous ces processus pour discuter avec la SGP. Voilà, c'est heureusement que la convention d'interface existe parce que le dialogue parfois est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas dire du négatif, on verra. Le positif, c'est que on a quand même des opérateurs qui ont ouvert les gares de Aéroport d'Orly et Saint-Denis-Pleyel cet été et que ça s'est plutôt bien passé. Hein, les JO sont bien passés, on n'a pas eu de retour négatif là-dessus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre la 14 et d'arriver à Orly, mais c'est très sympa. bien. Voilà. Et Saint-Denis-Pleyel aussi, c'est une des gares emblématiques du réseau. C'est assez incroyable dans sa profondeur et son architecture. Et puis, ce que je disais tout au début, on a attribué des contrats, on n'a pas eu de recours. Pour l'instant, c'est parti. Donc, sur la phase appel d'offres, pour l'instant, ça va. Et puis, le gros challenge, ça va être est-ce qu'on va respecter toutes les conditions techniques et de performance, et donc on va pouvoir respecter les comptes d'exploitation, les comptes de résultats prévus par nos opérateurs de transport. Ça, l'avenir nous le dira. J'espère que oui, mais voilà, pour l'instant, on est encore en phase pré-exploitation, discussion avec la Société du Grand Paris. Est-ce que, du coup, là, on va ouvrir la séance de questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On ne vous a pas assommé, alors il y a plein de questions. Alors, on va vous apporter un micro. Bonjour, Antoine Leport de chez Egis. J'avais une question relative au trafic. On l'a vu sur Vélib, il y a eu des sujets avec du trafic qui était supérieur à ce qui était précédemment prévu. Et donc, il peut y avoir des problèmes sur les clauses de redevance versées par la mairie de Paris. Est-ce que vous avez prévu des clauses comme ça dans les contrats en cas d'évolution du trafic par rapport à ce qui était initialement prévu? Et la deuxième question, c'était l'intégration de l'inflation sur les coûts de construction. Tu veux répondre sur le trafic ou... Alors, sur le trafic, effectivement, donc c'est la rémunération et la validation qui, effectivement, va emporter cette hausse de trafic et du coup va se voir vraiment fortement augmenter. Et la clause qu'on a mis en place, qui est la clause de partage de résultats, qui permet, si l'opérateur a un résultat qui est vraiment excédentaire, notamment lié à cette rémunération et la validation, à ce moment-là, il y a un partage de résultats qui est fait et une partie qui revient à IDFM. Mais si le résultat est inférieur, est-ce qu'il y a une... si le trafic est inférieur, donc les résultats sont inférieurs, est-ce que vous prévoyez des clauses de revoyure ou pas? Alors, si l'économie ne marche pas, oui, effectivement, mais globalement, non, ça fait partie du risque de l'opérateur. Sauf à appliquer la clause de rebasage dont tu parlais. Tout à fait, sauf si, effectivement, il se trouve que les prévisions de trafic n'étaient pas du tout là et qu'on a un écart de 30% dès le départ, là, oui, il y a une clause de rebasage, effectivement. Et sur l'inflation, l'inflation construction, ça, on laisse la SGP gérer le sujet. C'est elle qui gère avec ses fournisseurs. Et nous, très classiquement, dans notre contrat, on a une formule de révision avec de l'indexation. Alors, il y a eu des sujets autour du prix de l'électricité. Oh oui, beaucoup de sujets. Et donc, on a prévu, pareil, des clauses. Si on sort trop d'un tunnel de prix, on en rediscute. On aime bien rediscuter les choses chez nous. La comitologie, c'est très important sur le projet. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour la présentation. Hector Baudel, du coup, et juste aussi. Moi, j'avais une question plutôt par rapport à la préparation du projet en amont. Comment est-ce que vous avez choisi tout début les villes? Comment est-ce que vous avez pu déterminer par où va passer le métro pour assurer derrière parce que si je comprends bien,
la rentabilité va dépendre aussi du trafic, si le trafic fonctionne ou pas. Et comment est-ce qu'on peut savoir si demain le métro va fonctionner ? Ça, c'est des études vraiment amont qui se sont faites aussi bien chez nous qu'après, plus en profondeur avec la Société du Grand Paris. Et du coup, on fait des études d'évaluation socio-économique sur ce que va apporter la ligne. Et là, j'avoue que j'ai pas participé à cette partie. Il y a eu un schéma directeur du Grand Paris, et puis après, pour le tracé, ça s'est discuté dans la finesse, et la SGP a fait toutes les études avec les maîtrises d'œuvre, etc., pour définir tout ça. Mais là, j'avoue que nous, côté Île-de-France Mobilité, ce qu'on a fait, c'est participer aux évaluations socio-économiques vues de notre angle pour valider ou pas le projet. Est-ce que ça a un intérêt ou pas pour les usagers ? Est-ce que le coût n'est pas trop élevé au regard justement de la fréquentation et du bénéfice que ça peut apporter ? En fait, merci déjà pour la présentation. C'était très intéressant. Ma question, elle est un peu bête, mais du coup, le contrat déjà, il est de 8 ans, c'est ça ? Oui. D'accord. Mais la propriété du projet, elle va revenir vers Île-de-France ou bien vers quelle ? La propriété des infrastructures ? Oui. Alors ça, c'est une vaste question aussi. Ça va dans les comptes de qui ? Je regarde Axel. La Société du Grand Paris, donc finance, est propriétaire dans la loi. Et il n'y a pas dans la loi d'indication qui dirait que la propriété est transférée un jour à une autre entité que la Société du Grand Paris, bien que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la Société du Grand Paris devait s'évanouir, disparaître. Mais l'histoire a démontré que non. Elle va survivre, même au GPE, et quand tout sera mis en service, elle est devenue la Société des grands projets, et elle se verra attribuer d'autres projets, notamment sur les RER métropolitains. Mais il est vrai que c'est une question compliquée, notamment d'un point de vue juridique, effectivement, mais d'un point de vue comptable aussi. Parce que la SGP n'a pas le même référentiel comptable qu'IDFM. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit de la limite de l'exercice, c'est-à-dire que parfois il y a des biens qui peuvent être dans 2 bilans ou qui peuvent disparaître totalement des bilans. Donc voilà. Mais c'est un sujet qu'on discute encore avec la SGP parce que Axel l'a présenté dans le modèle, on paye une redevance. Et cette redevance, on essaye de la qualifier. Alors, il y en a qui disent redevance d'usage, mais en fait, vu le prix qu'on va payer chaque année, nous, on aimerait que ce soit une redevance qui fasse qu'on rachète au fil de l'eau le réseau. Donc, on essaye de creuser cette piste qui est encore en cours d'instruction. Voilà. Parce que ça ne pourrait pas revenir au même propriétaire que le reste du réseau. Qui est le propriétaire du reste du réseau ? Alors pour le réseau de métro parisien, c'est la RATP, gestionnaire d'infrastructure. Tu n'as pas écouté, Jean-Baptiste. On l'a dit. C'est RATP GI qui est propriétaire du réseau. Et après, nous, ce qu'on fait depuis quelques années et qui est une grosse évolution, c'est qu'on achète le matériel roulant. Nous, on devient propriétaire du matériel roulant. Après, une des ambitions, sans dévoiler de grands secrets, de Madame Pécresse, c'est de mettre la main sur le gestionnaire d'infrastructure et de devenir propriétaire, ce qui paraît aussi un peu logique. On est l'entité qui est censée être là, j'ai envie de dire, à vie, je sais pas, la plus pérenne en tant qu'autorité organisatrice. Donc, à voir. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était une question rapide sur les critères de mise en concurrence. Vous avez défini beaucoup d'éléments uniformes. Vous avez parlé de PO, vous avez parlé de la marque IDFM, la marque blanche. Finalement, quels ont été les critères sur lesquels les opérateurs pouvaient vraiment se distinguer autre que sur les sujets de redevance ? C'est vrai qu'on était assez ferme sur le cahier des charges. C'est une doctrine chez Île-de-France Mobilité. C'est qu'on a fait des cahiers des charges et un contrat qui était quasiment qui était intangible. Oui. Ils n'avaient pas le droit. De critères juridiques.
Il n'y avait pas de critères juridiques, en fait. Donc, le contrat... Nous, on s'est simplifié la vie, en fait. Hein. Donc, le contrat était intangible. Et en effet, ils ont dû se démarquer sur d'autres choses. Sur la technique. Sur la technique, j'allais dire sur leur prestation d'exploitation, maintenance et sur la technique. Même parce que du coup, le matériel roulant, ils n'ont pas la main dessus. Ils sont mainteneurs du matériel roulant. Okay. Et du coup, dans leur offre, ce qu'ils présentaient, c'était leur organisation, aussi bien en termes d'exploitants, donc qui fait rouler les métros, donc comment ils sont organisés dans un poste de commande centralisé, comment ils s'organisent sur la maintenance du matériel roulant, quels services ils proposent en gare, parce que là, on n'a pas des prescriptions si fermées, donc ils pouvaient proposer des choses en gare. Ouais, on avait eu des choses un peu exotiques, je me souviens, avec des stands en gare. Voilà, il y a des choses qu'on a acceptées, d'autres qu'on a refusées, mais pour les services en gare, ils pouvaient pas mal se démarquer. On avait bien sûr des critères minimums, mais là-dessus, ils pouvaient se démarquer. Et puis, oui, le financier, naturellement, la performance, ils étaient attendus, quoi. Exactement. Et non, je voulais dire, le contrat, il était vraiment complètement fermé ou il y avait des parties qui... Il y avait des bullet points à remplir. Ouais. Et il était fermé. Et oui, ça a surpris un peu les opérateurs aussi, qui demandaient des sessions de négociation juridique. Mais non, ça n'arrivait pas. Il n'y en avait pas. Donc oui, ça fait que dans les phases de négociation, on parlait beaucoup de leur offre technique, de leur chiffrage de fréquentation pour comprendre si c'était crédible ou pas, de la performance qu'ils allaient réaliser. Et après, ils y croyaient tous. Enfin, je veux dire... avec un métro automatique, déjà, en termes de performance sur l'offre de transport, on se facilite quand même pas mal. Il y a moins de risques, très clairement. Il y a un sujet avec la régie publicitaire, avec des recettes annexes de la publicité. Oui, alors à la publicité et les commerces, au départ, c'était fléché pour la Société du Grand Paris, mais on a réussi à la récupérer. Et du coup, on passe des contrats de concession commerce et concession publicité. On a 2 contrats distincts sur toute la surface du réseau. Et là, c'est des appels d'offres en cours même. Et donc voilà, après, à nous de gérer les contrats. Et donc les opérateurs, là, c'est pas du service public de transport, donc ils ont vocation quand même à générer de la recette. Et donc on bénéficiera d'une partie de la recette par des reversements de redevances. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on peut discuter autour d'un verre peut-être? Non, pas d'autres questions. Du coup, on va conclure cette table ronde. Merci à tous d'avoir été présents et puis merci pour vos questions qui ont toutes été très pertinentes. Merci, un grand merci à nos 3 experts, Axel, Inès, Juliette, à notre sponsor Dentons qui nous a accueillis dans une magnifique salle avec plein de littérature dans les étagères. Merci à tous et puis on se retrouve autour d'un verre pour discuter un peu plus du Grand Paris Express. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.